Mansour ferme les yeux une seconde avant que le muezzin ne lance son appel, quelque part entre les ruelles de Moutra et le grand port où dormaient autrefois les boutres. Il a grandi ici, à Mascate, dans une maison de corail blanchie à la chaux, avec pour horizon ce même océan Indien qui a vu passer, siècle après siècle, les navires de l'Inde, de la Perse et de l'Afrique orientale. Quand on lui demande pourquoi il n'est jamais parti vivre à Dubaï, tout proche et si scintillant, il sourit et répond simplement que certaines beautés n'ont pas besoin de se crier pour exister. C'est peut-être la meilleure façon de comprendre Oman avant même d'y poser le pied. On croit parfois regarder une image de Suisse verdoyante ou une carte postale des Maldives, et pourtant non, c'est bien le Moyen-Orient, c'est bien ce sultanat niché sur les rives de l'océan Indien, comme un chapitre oublié d'un conte, avec ses oasis vertes surgissant du désert, ses forteresses millénaires et ses villages de bord de mer où le temps semble avoir renoncé à s'écouler. Sans prétention, sans hâte, Oman garde sa beauté avec une hospitalité discrète et sincère. Des dunes mouvantes du désert du Wahiba au village de montagne accroché aux falaises du Jabal Akhdar, chaque route ici ressemble à un voyage dans le temps qui, paradoxalement, ouvre aussi sur l'avenir. C'est ce pays-là que Mansour porte en lui, et c'est ce pays-là qu'il va falloir traverser, ne serait-ce que le temps d'un souffle. Sur cette terre aride de la péninsule arabique, où le désert semble avaler toute forme de vie, Mascate surgit comme un mirage taillé dans la pierre calcaire, baigné de soleil et chargé de milliers d'années de mémoire. Depuis le 1er siècle déjà, la ville servait de point de rencontre aux navires venus d'Inde, de Perse et d'Afrique de l'Est. Moins bruyante que Dubaï, moins ostentatoire que Doha, Mascate s'est imposée avec discrétion comme un centre de commerce, de foi et de pouvoir, là où les empires se sont disputés un pied-à-terre, des Portugais aux Ottomans. Et c'est peut-être la partie la plus étonnante de son histoire. À chaque occupation, la ville n'a rien fordu de son identité. Elle s'en est au contraire trouvée enrichie, approfondie culturellement, comme si chaque passage étranger avait ajouté une couche à son âme sans jamais l'effacer. Mansour se souvient que son grand-père racontait déjà cette résilience-là, cette capacité omanaise à accueillir sans se dissoudre. C'est au cœur de cette ville qu'un jour un chef-d'œuvre est apparu, preuve vivante du renouveau d'un royaume moderne qui n'a pourtant rien renié de son âme traditionnelle. La grande mosquée du sultan Qaboos, bâtie de grès indien et de marbre de Carrare, incarne la vision raffinée du souverain pour faire entrer Oman dans le XXIe siècle. À l'intérieur, pend un lustre de cristal Swarovski de plus de 8 tonnes, et le sol disparaît sous un tapis persan tissé à la main, s'étendant sur près de 4000 mètres carrés, où chaque nœud ressemble à une prière silencieuse. Ce n'est pas seulement un lieu de culte, c'est le symbole d'une harmonie entre l'art, la spiritualité et la nation tout entière. Un espace qui, que l'on soit croyant ou non, impose le silence et l'émerveillement dès les premiers pas. À Mascate, la beauté ne se trouve jamais dans l'éclat tapageur. Elle se cache dans les détails, dans ce respect tenace du passé que Mansour reconnaît encore aujourd'hui dans chaque regard porté sur la mosquée par les habitants du quartier. À 30 minutes de bateau seulement, les îles d'Aymaniyat forment un archipel à part, où l'on n'entend plus la rumeur des hommes, mais seulement le murmure de l'océan. 9 petites îles éparpillées dans des eaux d'une transparence presque irréelle, où les coraux vivants dessinent un labyrinthe de couleurs et où le sable blanc, fin comme de la poudre de chaux, est sans cesse caressé par les vagues, jour et nuit. Vu de loin, on pourrait presque croire à une version sauvage des Maldives. Mais sous cette beauté se cache une réserve écologique strictement protégée, l'une des dernières encore intactes du Golfe. Dans ce monde sous-marin vit depuis des millions d'années une créature discrète, la tortue verte. Chaque été, des femelles pouvant peser jusqu'à 136 kg reviennent silencieusement sur les plages sablonneuses de Daymaniyat pour y pondre leurs œufs. Elles creusent de profonds trous avec leurs nageoires rugueuses, recouvrent leurs pontes de sable chaud, puis se retirent sans un bruit, laissant à la nature seule le soin de veiller sur la suite. Quelques semaines plus tard, des centaines de bébés tortues émergeront du sable pour entamer leur tout premier voyage, le plus périlleux de leur existence, vers l'océan. Aucun guide humain, seulement l'instinct. Sous l'eau, les tortues vertes semblent voler, glissant au-dessus des récifs coralliens grouillants de poissons multicolores, loin des moteurs de bateaux et des filets de pêche. Daymaniyat n'est pas seulement un site de plongée, c'est un endroit où la vie continue son cours, lentement, comme aux premiers âges du monde, avec une beauté presque insensée. Le long de la route côtière qui relie Mascate à Sur, là où les montagnes calcaires plongent doucement vers la mer, un gouffre immense s'ouvre soudain dans le sol. Silencieux, parfait, presque irréel.
Les habitants l'appellent Awiyat Najm, le puits de l'étoile filante. La légende raconte qu'une météorite serait tombée ici autrefois, creusant ce trou étrange où la Terre semble avoir été vidée de son âme. En réalité, ce gouffre est un phénomène géologique né de l'effondrement d'une couche calcaire qui a mis à nu une nappe souterraine mêlée à l'eau de mer, créant un lac d'une transparence saisissante aux reflets turquoise. Mais sa beauté ne tient pas qu'à sa couleur. Elle tient à cette sensation étrange de se tenir à la lisière entre deux mondes, le monde terrestre et le monde du mythe. Pas de panneaux commerciaux, pas d'hôtels bondés, seulement la pierre, l'eau, la lumière et une paix que l'on croyait n'existait que dans les souvenirs d'enfance. Mansour raconte qu'enfant, il venait ici avec ses cousins et qu'il se demande encore aujourd'hui, en observant les touristes s'approcher du bord, s'il faut se réjouir que ce lieu reste préservé ou craindre le jour où il ne le sera plus. Dans un pays connu pour ses étendues de sable et sa chaleur écrasante, Wadi Shab est une découverte rafraîchissante, une oasis secrète cachée au cœur du désert. À quelques minutes seulement de la ville côtière de Tiwi, ce canyon étroit serpente entre de hautes falaises, dissimulant l'un des paysages les plus envoûtants d'Oman. Pour y accéder, il faut marcher le long de sentiers poussiéreux, puis de chemins pavés, longer des ruisseaux peu profonds et des terrasses bordées de palmiers. C'est bien plus qu'une simple randonnée, c'est un voyage fait de contrastes. Des falaises abruptes cèdent soudain la place à des brises fraîches. La terre sèche s'ouvre brusquement sur des bassins turquoises, des cascades et des jardins suspendus. Au bout du canyon, les parois se resserrent en un étroit corridor qui laisse à peine filtrer la lumière. Derrière se cache une grotte mystérieuse où l'eau tombe d'en haut dans un bassin d'émeraude parfaitement immobile. Le bruit de la chute résonne contre les parois calcaires et des rayons de soleil se faufilent par les fissures, dessinant sur l'eau des motifs mouvants. On a l'impression de découvrir moins une destination qu'un secret que la terre elle-même aurait gardé pour elle. Et lorsque le bruit de l'eau s'éteint peu à peu en écho, on comprend que ce lieu n'est pas fait pour être simplement regardé, mais pour être gardé en mémoire longtemps après le départ. Si Wadi Shab révèle les secrets naturels d'Oman, le fort de Nizwa révèle son âme. Dressé au cœur de l'ancienne capitale du pays, il n'est pas une simple forteresse militaire, il est une déclaration d'identité. Construit au XVIIe siècle par l'imam sultan bin Saïf al-Yaroubi, le fort fut en son temps un lieu de pouvoir, de savoir et de résistance. Sa tour circulaire massive, d'un diamètre de près de 30 mètres, fut conçue pour résister aussi bien aux temps qu'aux invasions. En franchissant ces épais murs de briques de terre, on découvre des escaliers étroits, des tunnels dissimulés et des mécanismes de défense d'une ingéniosité remarquable. Mais sous cette architecture se cache autre chose encore, le souvenir d'une cité qui guidait autrefois la vie spirituelle et intellectuelle de toute une nation. Nizwa n'était pas qu'une ville fortifiée, c'était un centre d'apprentissage islamique où les savants débattaient à l'ombre des palmiers, où les marchands portaient leurs idées et leurs marchandises jusque dans les souks animés. Aujourd'hui encore, l'odeur de l'encens flotte dans l'air, comme si l'histoire continuait de respirer à travers chaque pierre. Du silence des lacs du désert aux échos des tirs de canon et des chants coraniques, le fort de Nizwa rappelle que la force d'Oman ne vient pas seulement de ses murailles, mais de la sagesse qui, depuis toujours, s'est bâtie pierre après pierre pour les protéger. Passé les murs de Nizwa, la route s'étire vers l'est et les montagnes cèdent la place à quelque chose de bien plus ancien encore, des étendues infinies de sable doré. Voici le Waiba Sands, l'un des paysages les plus emblématiques d'Oman, s'étirant sur environ 12 000 km², où les dunes, sculptées par le vent, se transforment chaque jour sous l'effet de forces plus vieilles que l'histoire elle-même. Au premier regard, le lieu paraît vide, mais en s'y attardant, le désert commence à parler. Ses couleurs changent au fil des heures, or pâle au matin, ambre profond au coucher du soleil, bleu argenté sous un ciel piqueté d'étoiles. Le sable ne dort jamais. Il se déplace en silence, comme animé d'un souffle invisible qui redessine le paysage heure après heure. Au milieu de ces sables mouvants et de ces vents, les dromadaires apparaissent comme des silhouettes venues d'un autre temps, traversant le désert sans un bruit. Ils n'ont besoin ni de panneaux, ni de sentiers tracés. Leurs pas connaissent chaque pente, chaque grain de sable, et tracent le chemin à travers des dunes qui semblent se perdre à l'horizon. Avec leur haute stature et leurs bosses qui se détachent comme un repère mobile dans l'immensité, le dromadaire est un animal né pour vivre dans des conditions extrêmes,
capable d'endurer la soif pendant des jours entiers, de supporter des chaleurs avoisinant les 50 degrés, tout en continuant d'avancer, régulier, sur le sable brûlant. Ses pattes sont larges et souples, ses yeux bordés d'épais cils protecteurs contre les tempêtes de sable. Il n'y a chez lui aucune précipitation, seulement un pas après l'autre, une constance tranquille qui jamais ne recule. Dans le Wahiba, il ne reste alors que la persistance du sable, le vent que l'on ne voit pas, et un temps qui semble s'écouler sans jamais vraiment exister. Tout change, et pourtant, rien ne se perd. En franchissant les crêtes rugueuses du Djabal Shams, la route sinueuse redescend vers un monde plus vert, plus paisible. Le Wadi Naker est une vallée cachée où l'eau coule encore et où les palmiers se dressent, immobiles, comme des sentinelles silencieuses. Contrairement au Grand Canyon qui s'ouvre plus au nord, ce wadi reste discret, s'étirant sur près de 15 km à travers une gorge étroite, nourrie par des sources souterraines, où se mêlent le bruissement des feuilles, le murmure de l'eau et le chant lointain des oiseaux. Il apparaît rarement sur les cartes, plus rarement encore dans les guides touristiques les plus soignés. Et pourtant, son silence offre quelque chose de rare, une respiration, un instant de nature à l'état le plus pur. Surnommé le Grand Canyon d'Arabie, le Wadi Naker s'enfonce sur plus de 1000 mètres de profondeur dans le massif du Hajar. Debout au bord de la falaise, près du Djabal Shams, le sol semble se dérober sous les pieds, révélant des couches de roches pliées comme les pages d'un ancien manuscrit géologique. Le petit village de pierre de Goul se tient à l'entrée du canyon. De là, le chemin s'enfonce dans un monde presque oublié, marqué par les cicatrices des forces tectoniques et la lente persévérance de l'eau. Depuis des siècles, ce wadi est demeuré isolé, difficile d'accès. Quelques villages de pierre abandonnés s'accrochent encore aux falaises, comme si le temps les avait simplement contournés. En contrebas, une fine bande de verdure rappelle le souvenir d'une rivière qui coulait autrefois avec force. Les traces de terrasses agricoles marquent encore les pentes, tels les fantômes d'un mode de vie autrefois autosuffisant. Ici, les rochers gardent des histoires que l'histoire elle-même ne raconte plus. La montagne veille en silence, indifférente au temps et au bouleversement du monde alentour. Et juste au-dessus de ce gouffre, s'élevant depuis la terre fissurée, se dresse le Djabal Shams, le plus haut sommet d'Oman, le plus majestueux aussi. Surnommé la montagne du soleil, il porte bien son nom, captant les premiers rayons de l'aube avant même que les vallées en contrebas ne commencent à s'éveiller. Depuis son sommet, à plus de 3000 mètres d'altitude, le regard se perd dans un silence absolu, où les falaises disparaissent dans l'ombre et où les parois du canyon s'embrasent d'une lueur dorée sous le soleil du matin. Mais le Djabal Shams n'est pas qu'un simple point de vue. L'air y est vif, limpide, et en hiver, il arrive que le froid soit tel que la roche elle-même gèle. Le vent balaie le plateau, sculptant dans la pierre comme des murmures. Sur les hauteurs, quelques éleveurs de chèvres continuent d'y vivre, rythmés par le pouls de la montagne. Le long des sentiers étroits accrochés à la falaise, des coquillages fossilisés se cachent dans la roche, vestiges d'un fond marin ancien soulevé par le temps. Chaque pas rappelle que ce sommet a vu l'océan monter, puis se retirer. Si le Wadi Naker révèle la profondeur du paysage omanais, le Djabal Shams en révèle la hauteur, physique autant que symbolique, là où la terre, le ciel et le silence finissent par se rejoindre. Plus au sud, là où la côte se rapproche de l'horizon et où la mer commence à effleurer le sable, le paysage change une fois de plus. Voici les collines de sucre, un désert côtier qui ne ressemble à aucun autre, s'étirant le long du littoral d'Al-Alaniyat. Ces dunes n'ont ni la teinte jaune, ni la teinte rousse de celle du Wahiba. Elles scintillent d'un blanc éclatant, comme taillées dans une poudre de sel ou du corail décoloré par le temps. Au plein soleil de midi, elles brillent presque comme de la neige. Au crépuscule, elles se teintent de rose et d'argent très pâle. Le sable y est doux, lisse, façonné au fil des millénaires par des coquillages portés par le vent et par du calcaire broyé. Chaque pas y laisse une empreinte profonde, effacée aussitôt par le vent qui lisse de nouveau la surface, renouvelant le tableau chaque soir. Juste au-delà des dunes, la mer d'Arabie vient rugir contre le rivage, ses vagues battant au rythme du vent. C'est une rencontre de contraires, le sable chaud et l'eau fraîche, l'aridité et le mouvement perpétuel. Il n'y a ici ni village, ni sentier balisé, seulement quelques pêcheurs, quelques oiseaux marins et le bruit du vent dans les reliefs. Les collines de sucre ne semblent appartenir ni tout à fait au désert, ni tout à fait à l'océan. Elles appartiennent aux deux à la fois. Et l'espace d'un instant, quand la lumière se reflète sur chaque grain de sable, on ne sait plus vraiment si l'on marche sur du sable ou sur de la neige.
À plus de 1000 km au sud des sables poudreux d'Al-Halaniyat, la carte indique toujours Oman, mais le paysage, lui, raconte une toute autre histoire. À Salalah, le décor change si radicalement que l'on croirait avoir changé de continent plutôt que de simple latitude. Les dunes de sable cèdent la place à des collines verdoyantes et ondulantes. La chaleur sèche laisse place à des brumes fraîches, et le silence du désert est remplacé par le bruissement des feuilles et le crépitement régulier de la pluie. C'est ici le Dhofar, et c'est ici le Karif, cette mousson qui transforme la terre chaque été. Nulle part, ce changement n'est plus spectaculaire qu'à Wadi Darbat, une vaste vallée verte où des cascades se déversent le long des falaises dans des bassins tranquilles, où des ruisseaux sinueux traversent des champs de roseaux et de figuiers. L'air y est chargé d'humidité, empli de chants d'oiseaux, rafraîchi par les vents venus de l'océan Indien qui redonnent vie à ce paradis caché. Et tout au fond de la vallée coule Darbat, un cours d'eau naturel qui devient, à la saison de la mousson, une chute rugissante. L'eau se précipite le long de falaises calcaires de plus de 30 mètres de haut, s'abîmant dans un bassin embrumé, entouré de lianes suspendues et de rochers couverts de mousse. Salalah ne se contente pas de transformer le paysage, elle le réécrit entièrement. Elle nous rappelle que même dans un pays cerné de désert, la nature garde ses surprises, et qu'Oman reste, encore aujourd'hui, une histoire qui n'a pas fini de se raconter. Bien plus au nord, séparée du reste du pays par une bande de territoire des Émirats arabes unis, se trouve une région qui semble appartenir à un tout autre monde. C'est Musandam, l'âme septentrionale d'Oman, où les montagnes plongent directement dans la mer et où les fjords s'enfoncent dans les terres comme l'empreinte du temps lui-même. Souvent surnommée la Norvège de l'Arabie, Musandam ne ressemble à rien d'autre sur la péninsule arabique. D'immenses formations calcaires surgissent des eaux turquoises du détroit d'Ormuz, l'un des passages maritimes les plus stratégiques et les plus fréquentés de la planète, bordé de falaises abruptes. Et pourtant, ici, le monde ralentit. Des villages s'accrochent au bord des rochers. Des boutres appelées dhows, à la coque de bois incurvée, glissent sans effort sur des eaux calmes, se faufilant entre des criques isolées. Et tout près d'eux, des dauphins à long bec dansent joyeusement dans les vagues, dessinant dans les airs des arcs parfaits, comme s'ils bondissaient d'un fjord à l'autre. Leur présence ici n'a rien d'un hasard. À Musandam, croiser des dauphins n'est pas un événement rare, mais une compagnie constante, inscrite dans le rythme même de la mer. Musandam demeure isolé du reste du pays, comme un souvenir préservé intact au milieu du flot de la modernité. Calme, sans hâte, c'est ici que se rassemble tout ce qu'Oman a de meilleur. Sa beauté sauvage, son esprit marin et sa force tranquille, nourrie par le temps et les embruns. À cette extrémité du pays, les montagnes touchent le ciel, la mer enlace les rochers et la lumière de fin d'après-midi glisse le long des falaises abruptes. Ici, on ne se contente plus de regarder Oman, on commence enfin à le comprendre. Perché dans les hautes terres arides d'Oman, le Jabal Akhdar, la montagne verte, offre un contraste saisissant. Air frais, terrasses fertiles, un rythme de vie façonné par l'altitude. À plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, le Jabal Akhdar surprend par sa fraîcheur et sa fertilité inattendue. Des marches de pierre dévalent les pentes, recueillant les rares pluies et les canalisant à travers d'anciens systèmes d'irrigation appelés fallages. Au printemps, l'air se parfume du souvenir des roses de Damas, cultivées dans des vergers d'altitude et cueillies à la main, à l'aube. Ces pétales ne sont pas seulement beaux à regarder. On en tire une eau de rose utilisée depuis des siècles dans les rituels omanais, la parfumerie et l'art de recevoir. Mais le Jabal Akhdar n'est pas qu'une terre agricole. C'est un refuge, un sanctuaire luxuriant taillé dans la roche, où les villages s'accrochent aux falaises comme des souvenirs gravés dans la montagne elle-même. La vie ici ne connaît pas la hâte. Elle est stable, mesurée, en harmonie avec le rythme de l'altitude et de la terre. Des sentiers serpentent à travers des gorges étroites et des villages de pierre désertés, révélant un visage d'Oman que peu de gens ont eu la chance de découvrir, paisible, sublime, hors du temps. Chaque détour du chemin ressemble à un chapitre oublié, terrasses effondrées, murs silencieux, échos de voix qui, autrefois, animaient encore ce plateau. De la mer Bleue au sommet des montagnes, des oasis cachées aux vallées embrumées, Oman offre un voyage fait de contrastes étranges et pourtant profondément harmonieux, où la beauté s'infiltre doucement dans chaque détail, dans chaque souffle de la terre. Chaque paysage traversé n'est pas seulement un décor, c'est un fragment de mémoire, de culture, un rythme de vie qui se perpétue depuis des milliers d'années. Et c'est peut-être ce silence-là, précisément, qui rend Oman différent de tout le reste.
Mansour, lui, continue de vivre entre les murs de corail de Mascate, entre le souvenir du puits de l'étoile filante où il jouait enfant et l'appel du muezzin qui rythme encore ses journées. Il se demande parfois, en voyant grandir sa propre fille, si elle connaîtra encore ce silence-là, ou si le monde moderne finira par l'emporter, comme il a fini par emporter tant d'autres rivages. On pourrait presque se demander, à sa place, ce que l'on choisirait soi-même. Préserver ce silence à tout prix, quitte à rester en retrait du monde, ou laisser entrer un peu de bruit, au risque d'y perdre quelque chose d'essentiel. Il n'y a peut-être pas de bonne réponse. Seulement cette certitude tranquille que, dans ce pays où tout semble avoir pris le temps de mûrir, chaque terre traversée continue de raconter, à sa manière, une histoire qui n'a pas fini de se transmettre.